Imaginez la scène. Une chambre du palais de Whitehall à la fin du XVIe siècle, lourde de l'odeur d'herbes fanées jonchant le sol et de la senteur animale d'un parfum cher et entêtant. Ici, une reine, une figure censée être l'incarnation vivante de la perfection divine, tient sa cour, le visage un masque d'un blanc éclatant de Cérus de Venise, une pâte cosmétique à base de vinaigre et de blanc de plomb toxique. Telle était la réalité des femmes les plus puissantes de l'histoire, bien loin des contes de fées étincelants et aseptisés que nous imaginons. Leur monde, drapé de soie et de velours, n'était pas un sanctuaire de propreté mais une cage dorée d'une saleté profonde et dangereuse, où la bataille pour la survie se menait non seulement sur la scène politique, mais aussi contre une marée invisible de bactéries, de parasites et de poisons auto-infligés. Ce qui suit n'est pas une histoire de palais, mais de prison de la chair, où l'hygiène était un concept si étranger que son absence a façonné les destins et mis des empires à genoux. Nous devons peler les couches parfumées du mythe pour révéler les habitudes véritablement dégoûtantes et souvent mortelles des femmes qui portaient autrefois la couronne. Ce voyage dans le boudoir royal est une descente dans un monde où la puanteur de la décomposition était le véritable parfum du pouvoir et où les routines quotidiennes les plus intimes étaient une danse avec la mort elle-même, un ballet grotesque d'ignorance et de tradition qui suppurait au cœur même de la civilisation. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Pour vraiment comprendre la saleté apparemment incompréhensible d'une cour royale, nous devons d'abord abandonner notre esprit moderne et entrer dans un monde régi non par la science, mais par l'odeur et la superstition. Pendant des siècles, l'orthodoxie médicale dominante était la théorie des miasmes, une croyance aussi envahissante et toxique que les puanteurs qu'elle cherchait à expliquer. Cette doctrine soutenait que la maladie, du simple rhume à la peste noire, n'était pas causée par des organismes microscopiques, un concept qui aurait semblé de la pure fantaisie, mais par le mauvais air ou le air nocturne, une vapeur empoisonnée émanant de la matière organique en décomposition, des marécages et des morts non enterrés. Par conséquent, tout le cadre de la santé et de l'hygiène était orienté vers le contrôle de l'odeur et non vers l'élimination de sa source. Sentir bon, c'était être en sécurité. Sentir mauvais, c'était être vulnérable aux nuages invisibles de pestilence qui flottaient aussi bien dans les rues des villes que dans les couloirs des palais. Cette prison intellectuelle explique le paradoxe déconcertant de la vie aristocratique. L'utilisation obsessionnelle de parfums puissants, de pomander odorants serrés dans des mains délicates et de vêtements aspergés d'eau florale, tout cela alors que le corps en dessous restait non lavé pendant des semaines, des mois, voire toute une vie. Un bain était considéré comme un acte profondément dangereux, une ouverture des pores du corps qui rendrait susceptible aux poisons aéroportés des miasmes. L'eau, en particulier l'eau chaude, était censée affaiblir la constitution et inviter la maladie. Par conséquent, une reine qui évitait un bain d'immersion complet n'était pas négligente. Selon la logique de son temps, elle pratiquait une médecine préventive saine, blindant son âme contre le souffle fétide du monde. Cette incompréhension fondamentale est la clé qui ouvre tout le spectacle macabre de l'hygiène royale. Ce n'était pas une question de paresse ou de préférence pour la saleté, mais un système de croyances rigoureusement appliqué, bien que catastrophiquement erroné, où le parfum était la pénicilline et une bonne et épaisse couche de crasse était un bouclier contre les fléaux les plus terrifiants de Dieu. Ce monde ne faisait pas de différence entre un égout et un lit de malade en termes de menaces éthérées, et la lutte contre la maladie était donc menée avec de l'encens et de l'ambre gris, et non avec du savon et de l'eau, une guerre parfumée menée sur un champ de bataille d'ignorance profonde, où l'air même qu'une reine respirait était considéré comme son ennemi le plus puissant et le plus imprévisible. La cage dorée de la royauté était, en essence, une chambre à gaz parfumée, où les occupants tentaient désespérément d'adoucir l'air qu'ils respiraient tout en étant lentement empoisonnés par la saleté qu'ils refusaient de laver, une ironie tragique qui définirait la vie et la mort d'innombrables femmes royales pendant des centaines d'années. Dans le monde médiéval, cette peur de l'eau et des miasmes était puissamment fusionnée avec les doctrines de la foi chrétienne, créant une formidable barrière psychologique à la propreté. Les premiers pères de l'Église avaient considéré les termes de l'Empire romain déchu non pas comme des merveilles d'ingénierie et de santé publique, mais comme des antres de péché, des lieux de comportement licencieux, de vanité et de plaisir hédoniste. Se baigner pour le plaisir était considéré comme une porte d'entrée à la tentation,
une dangereuse flirtation avec les péchés de la chair. Par conséquent, la crasse physique s'est étrangement mêlée à la pureté spirituelle. Renoncer au plaisir du bain, c'était faire preuve de piété et rejeter la vanité du monde. Un corps malodorant et négligé pouvait être interprété comme le signe d'une âme tournée vers l'au-delà, et non vers les conforts éphémères de l'enveloppe mortelle. Les femmes royales, dont la vie était une performance publique de pouvoir et de piété, étaient particulièrement sensibles à ce mode de pensée. Une reine comme Sainte Marguerite d'Écosse, canonisée pour sa charité et sa dévotion religieuse au XIe siècle, était également connue pour ses pratiques ascétiques qui auraient presque certainement inclus le rejet du bain régulier comme un luxe inutile. Jeûner et endurer l'inconfort physique, y compris la saleté de son propre corps, étaient considérés comme des moyens de mortifier la chair et d'élever ainsi l'esprit. Cette mentalité a atteint son apogée avec des figures comme la reine Isabelle Ier de Castille, une souveraine d'un pouvoir immense et d'une piété fervente et militante qui a financé les voyages de Christophe Colomb et supervisé l'Inquisition espagnole. Sa fameuse vantardise, probablement apocryphe, selon laquelle elle ne s'était baignée que 2 fois dans sa vie, une fois à sa naissance et une fois avant son mariage, est devenue un raccourci pour la saleté médiévale. Bien que la citation elle-même soit probablement une invention ultérieure, une pièce de propagande anti-espagnole, elle capture un noyau de vérité sur les valeurs de l'époque. Pour une femme comme Isabelle, une démonstration publique de piété extrême était un outil politique vital, renforçant son image de souveraine divinement désignée. Dans une culture qui confondait sainteté et abnégation, une réputation d'éviter le bain pouvait être plus précieuse qu'une réputation de propreté. Les bains qui avaient lieu étaient souvent hautement ritualisés, cérémoniels ou strictement médicinaux, prescrits par un médecin pour traiter une affection, et non dans le but banal d'enlever la saleté. Il ne s'agissait pas de bains relaxants mais de procédures cliniques, impliquant souvent des infusions d'herbes destinées à rééquilibrer les humeurs du corps, une autre pierre angulaire de la médecine moderne. L'idée même d'une toilette quotidienne, un concept que nous tenons pour acquis, aurait été considéré au mieux comme dangereusement excentrique et au pire comme une indulgence coupable. Ainsi, la reine médiévale existait dans un état de saleté suspendue, son corps un témoignage de sa piété, son odeur une marque de sa dévotion, vivant une vie où le chemin du ciel était pavé non pas de bonnes intentions, mais d'une couche inflexible de crasse sacrée et royale. Poussons maintenant la lourde porte aux rideaux de brocart pour entrer dans la chambre à coucher privée de la reine, le supposé sanctuaire intérieur du palais. Nous ne sommes pas accueillis par un espace aéré et ensoleillé, mais par une atmosphère épaisse et écœurante, une agression sensorielle qui témoigne d'un manque profond et systémique d'assainissement. Ce n'était pas un havre de paix, mais un risque biologique, un petit écosystème clos de déchets humains et de décomposition rampante. L'absence la plus flagrante, pour nos sensibilités modernes, est la plomberie. Il n'y avait pas de toilette à chasse d'eau, pas d'élégante salle de bains attenante. La principale méthode d'élimination des déchets était le pot de chambre, un bol en céramique ou en étain, qui était le compagnon constant et malodorant de chaque membre de la royauté. Ces pots, une fois utilisés, n'étaient pas immédiatement emportés et stérilisés. Ils restaient souvent dans la pièce pendant des heures, parfois cachés sous le lit ou derrière un paravent, leur contenu dégageant une forte odeur d'ammoniac qui se mêlait aux odeurs de nourriture rassie, de corps non lavés et de parfums lourds. La tâche de les vider incombait à une légion de serviteurs qui se contentaient de porter les pots à la fenêtre la plus proche et de jeter leur contenu dans la cour ou les douves en contrebas, créant ainsi un miasme permanent qui planait même sur les plus magnifiques palais. Le rôle du porte-chaise d'affaires pour le roi est tristement célèbre, un courtisan de haut rang chargé de la tâche intime de s'occuper des selles du monarque. Bien que le rôle fût moins formalisé pour les reines, le principe restait le même. Les fonctions humaines les plus élémentaires étaient des actes publics, ou du moins semi-publics, auxquels assistaient des serviteurs dont la proximité avec le corps royal leur conférait une étrange forme de prestige. Imaginez le manque total d'intimité, la présence constante d'autrui dans les moments les plus vulnérables. Les sols de ces chambres ajoutaient une autre couche à la saleté. Avant l'utilisation généralisée de tapis coûteux, les sols étaient recouverts de joncs ou de paille. En surface, cela semble rustique et naturel, mais en réalité, ces revêtements de sol étaient un cauchemar de saleté. Ils étaient rarement changés, de nouvelles couches étant simplement jetées par-dessus les anciennes. Ils devenaient un tapis compressé, en lente décomposition, de tout ce qui était tombé ou renversé, restes de nourriture, graisse, crachats, bière, et même l'urine
et les excréments des animaux domestiques qui erraient souvent librement dans le palais. L'humaniste néerlandais Erasme, en visite en Angleterre au début du XVIe siècle, a écrit avec dégoût sur ces sols, décrivant une couche inférieure qui pouvait rester intacte pendant 20 ans, abritant crachats, vomissures, urine des chiens et des hommes, restes de bière, débris de poissons et autres abominations qu'il ne convient pas de mentionner. C'était le sol sur lequel une reine marchait dans ses propres appartements privés. C'était un espace qui défiait le concept même de sanctuaire, une pièce où l'air était épais des preuves de la vie dans toute sa réalité non aseptisée et où l'agression constante et de bas niveau de la puanteur et de la saleté était une partie inéluctable de la condition royale. Nous arrivons maintenant à la cour d'Élisabeth Ier d'Angleterre, une monarque qui a cultivé l'une des images les plus puissantes et durables de l'histoire, Gloriana, la Reine Vierge, une figure d'une pureté et d'une force presque surnaturelle. Son personnage public était un chef-d'œuvre de propagande, une façade soigneusement construite d'une perfection intemporelle et intouchable. Pourtant, sous les perles et les fraises, la réalité était celle d'une saleté saisissante et finalement fatale. La citation la plus célèbre, et peut être la plus révélatrice, d'Élisabeth sur le sujet de l'hygiène était sa déclaration rapportée selon laquelle elle prenait un bain une fois par mois, qu'elle en ait besoin ou non. Cette déclaration, destinée à la présenter comme exceptionnellement et peu, être même excessivement propre selon les normes de son époque, est pour une oreille moderne l'aveu d'une saleté épouvantable. Passer 4 semaines sans se laver entièrement le corps, tout en étant enfermé dans des couches de tissu lourd absorbant la sueur, et en vivant dans un palais bondé et insalubre, créerait une odeur corporelle redoutable que même les parfums les plus forts ne pourraient que partiellement masquer. Les courtisans qui l'entouraient, vivant tous selon une norme similaire, auraient créé une atmosphère collective d'odeurs corporelles écrasantes, une puanteur humaine que nous pouvons à peine concevoir. Mais les lacunes hygiéniques de la reine allaient bien au-delà de ses habitudes de bain. Son règne a coïncidé avec l'arrivée du sucre comme produit de luxe en Angleterre, et Élisabeth a développé un penchant notoire pour les sucreries. Elle consommait de grandes quantités de fruits confits, de bonbons et de massepains, avec des conséquences dévastatrices pour sa santé dentaire. À la fin de sa vie, ses dents étaient décrites par les ambassadeurs étrangers comme des souches noircies, pourries jusqu'aux gencives. La douleur qui en résultait devait être atroce, et l'halitose suffocante. Un ambassadeur français a un jour noté que ses dents étaient si noires qu'il était difficile de comprendre son discours, un détail choquant qui révèle la réalité intime de la conversation avec la femme la plus puissante du monde. Pour dissimuler les signes visibles du vieillissement et les cicatrices laissées par une quasi-fatale crise de variole à la fin de la vingtaine, Élisabeth se tourna vers un cosmétique mortel, la céruse de Venise. C'était une pâte blanche épaisse à base de blanc de plomb et de vinaigre, qu'elle s'étalait sur le visage, le cou et les mains. Cela lui donnait le teint de porcelaine, semblable à un masque, que l'on voit dans ses célèbres portraits, mais c'était aussi un poison à action lente. Le plomb était absorbé par sa peau pendant des décennies, causant probablement une foule de problèmes de santé, notamment la perte de cheveux, des problèmes digestifs et un déclin cognitif. Dans une ironie tragique, l'outil même qu'elle utilisait pour projeter une image de pureté immortelle corrompait activement son corps de l'intérieur, une métaphore parfaite de la cour élisabéthaine elle-même, une surface scintillante de pouvoir et de poésie, cachant un noyau de décomposition et de mort. L'image de la Reine Vierge n'était, en fin de compte, qu'une illusion peinte au poison sur une toile de crasse. La quête de l'idéal aristocratique de la beauté, un visage pâle et immuable, a poussé les femmes royales à utiliser leur propre visage et leur corps comme des palettes chimiques toxiques. L'utilisation de la céruse de Venise par Élisabeth Ier n'était pas un cas isolé, mais la norme d'or dans un régime cosmétique à l'échelle du continent qui s'apparentait à une forme d'auto-empoisonnement ritualisé. L'apparence désirée était celle d'une pâleur saisissante, presque fantomatique, un signifiant visuel qu'une femme ne travaillait pas au soleil comme une simple ouvrière. Pour y parvenir, les femmes enduisaient leur peau de plomb, jour après jour, année après année. Les effets immédiats étaient un fini lisse et porcelané qui couvrait les imperfections, les taches de rousseur et les cicatrices, mais l'impact cumulatif était catastrophique. Le plomb provoquait le dessèchement de la peau, son plissement et sa décoloration, créant un cercle vicieux où de plus en plus de maquillage toxique était nécessaire pour couvrir les dommages qu'il avait lui-même créés. L'empoisonnement chronique au plomb, ou saturnisme, se manifestait par un éventail terrifiant de symptômes. Douleurs abdominales sévères, perte de mémoire, irritabilité,
paralysie, finalement, défaillance totale des organes. C'était un déclin lent et angoissant, tout cela au nom d'un teint à la mode. Mais le plomb n'était pas le seul poison dans la trousse de maquillage royal. Pour ajouter une touche de couleur à la toile blanche fantomatique, les femmes utilisaient du vermillon pour leurs lèvres et leurs joues. Le vermillon était un pigment rouge vif fabriqué à partir de cinabre en poudre, qui est une forme minérale de sulfure de mercure. Le mercure, autre neurotoxine puissante, était facilement absorbé par la peau ou inhalé sous forme de poussière. Il pouvait provoquer des tremblements, la perte de dents, la folie et la mort. Pour faire paraître leurs yeux plus grands, plus lumineux et plus séduisants, les femmes utilisaient des gouttes de belladone, dérivées de la plante de la douce amère mortelle. La belladone agit en bloquant les récepteurs nerveux qui contrôlent les muscles de l'œil, provoquant une dilatation spectaculaire des pupilles. Bien que cela créât un effet saisissant de grands yeux de biche, cela provoquait également une vision floue, des palpitations cardiaques et, avec une utilisation prolongée, pouvait conduire à la cécité. Le nom même belladone se traduit par « belle femme », un témoignage glaçant et direct de son but. Le col, utilisé pour souligner les yeux, était souvent fabriqué à partir d'antimoine ou de sulfure de plomb, ajoutant encore une autre couche de métaux lourds au cocktail toxique. Ce rituel quotidien d'embellissement était, en essence, un suicide au ralenti, un témoignage des extrêmes que les femmes étaient prêtes à atteindre pour se conformer à une norme de beauté mortelle et artificielle. Le visage royal n'était pas un reflet de la santé, mais un masque de poison soigneusement construit, une tête de mort fragile et peinte qui dissimulait la décomposition rampante en dessous. La poursuite de la beauté n'était pas seulement superficielle, c'était un empoisonnement profond et systémique de tout le corps. Nulle part, le paradoxe de la magnifique saleté n'était plus prononcé qu'au château de Versailles, l'épicentre scintillant du pouvoir et de la culture européen à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Conçu par Louis XIV, le roi Soleil, comme l'expression ultime de la monarchie absolue, Versailles était un chef-d'œuvre architectural, un complexe tentaculaire de salles à couper le souffle, de jardins manucurés et d'appartements opulents conçus pour impressionner et intimider. Pourtant, ce monument à l'ambition humaine avait un défaut fatal, si fondamental qu'il semble presque incroyable. Il a été construit avec pratiquement aucune latrine ni plomberie. Avec des milliers d'aristocrates, de serviteurs, de soldats et de visiteurs qui se pressaient chaque jour dans le palais, la logistique des déchets humains est devenue une crise aux proportions monumentales. La solution principale restait l'humble pot de chambre, mais dans les vastes couloirs labyrinthiques de Versailles, le système s'est complètement effondré. Les courtisans, pris au dépourvu loin de leur propre quartier, n'hésitaient pas à se soulager dans n'importe quel coin disponible, dans les cages d'escalier, derrière les tapisseries décoratives, dans les cheminées inutilisées et même sur les grands balcons donnant sur les jardins immaculés. L'échelle même du palais rendait impossible pour les serviteurs débordés de suivre le rythme. Le résultat était une puanteur envahissante et inéluctable qui planait sur tout le domaine. Un miasme d'urine et d'excréments que même les parfums les plus forts avaient du mal à vaincre. Une princesse, écrivant dans son journal, se plaignait d'être souvent obligée de se boucher le nez en marchant dans les couloirs prétendument élégants. Les jardins eux-mêmes, avec leur perfection géométrique, sont devenus des toilettes publiques de facto pour les membres les moins inhibés de la cour. Les femmes royales devaient naviguer dans ce cloaque parfumé avec grâce et décorum, en feignant de ne pas remarquer la saleté qui était littéralement sous leurs pieds. Leurs robes de soie élaborées, avec leurs longues traînes, traînaient dans des couloirs tachés d'urine. Leurs chaussures délicates foulaient des déchets humains et animaux invisibles. L'air du palais, épais des odeurs de milliers de corps non lavés entassés dans des espaces confinés, était une agression invisible mais omniprésente. C'était un monde de contradictions sensorielles extrêmes, où la vue de lustres étincelants et d'œuvres d'art inestimables s'accompagnait de l'odeur d'une latrine négligée. C'était la scène sur laquelle se jouait le grand drame de la cour française. Un monde où le pouvoir absolu résidait au milieu d'une saleté absolue, et où la vie quotidienne d'une femme royale impliquait un effort constant et héroïque pour maintenir une illusion de délicatesse et de raffinement dans un environnement qui était, en réalité, un magnifique égout à ciel ouvert. Au sein de cette dystopie parfumée de la cour française, une figure se détache comme un symbole de changement, bien que relatif et mal compris, Marie-Antoinette. La reine de France d'origine autrichienne est devenue notoire parmi la vieille garde de Versailles pour ce qu'il considérait comme une obsession bizarre et décadente de la propreté. Contrairement à la grande majorité de ses pairs aristocratiques, Marie-Antoinette adorait se baigner.
Elle faisait apporter une baignoire portable doublée de tissu dans ses appartements privés et prenait de fréquents bains d'immersion complète, une pratique considérée à la fois comme follement extravagante et vaguement suspecte. Elle préférait les bains parfumés aux amandes douces, aux pignons de pine et aux graines de lin, créant sa propre oasis personnelle d'eau parfumée au milieu de la saleté générale du palais. Ces rituels de bain étaient des affaires élaborées, nécessitant que des serviteurs transportent des seaux d'eau chauffés jusqu'à ses appartements, et ils sont devenus un sujet de commérage à la cour. Pour la noblesse française, qui adhérait à la méthode du nettoyage à sec consistant à se frotter la peau avec un linge parfumé, l'habitude de la reine était considérée comme une étrange coutume étrangère, une autre preuve de son altérité, de son échec à s'assimiler correctement à l'étiquette rigide de Versailles. Cependant, nous devons voir sa propreté à travers le bon prisme historique. Bien qu'elle se baignât bien plus que ses contemporains, ses habitudes étaient encore à des années-lumière de l'hygiène moderne. Le savon, tel que nous le connaissons, un détergent pour éliminer la saleté et les germes, n'était pas un élément standard de ses bains. Il s'agissait plus de parfumer la peau et du plaisir de l'immersion que d'un nettoyage vigoureux et antiseptique. Elle était encore un produit de la théorie des miasmes, croyant que l'odeur était primordiale pour la santé. Sa préférence pour le bain était esthétique et sensuelle, et non scientifique, basée sur une compréhension de la théorie des germes. Tragiquement, cette habitude très personnelle et relativement inoffensive a été transformée en une arme contre elle pendant la Révolution française. Dans le torrent de pamphlets et de caricatures calomnieux qui ont précédé son exécution, son amour du bain a été dépeint comme un autre exemple de sa nature décadente, auto-indulgente et gaspilleuse. Ces bains extravagants étaient mis en contraste avec la pauvreté et la souffrance du peuple, devenant un symbole de sa déconnexion de la nation qu'elle était censée gouverner. C'est une amère ironie que l'une des rares choses qui a rapproché Marie-Antoinette de nos normes modernes d'hygiène ait été utilisée pour la dépeindre comme un monstre, une démonstration claire de la façon dont même les habitudes personnelles les plus intimes peuvent devenir politisées en période de ferveur révolutionnaire. Sa baignoire, symbole de son confort personnel, est devenue un cercueil pour sa réputation. Dans un monde où se laver était rare et où la puanteur de la vie humaine était omniprésente, le parfum n'était pas simplement un accessoire cosmétique. C'était un outil essentiel de survie, un bouclier et une arme. Les senteurs prisées par l'aristocratie des XVIIe et XVIIIe siècles n'étaient pas les fragrances légères et florales que nous associons aujourd'hui au parfum. Elles étaient lourdes, puissantes et animales, conçues dans le but exprès de dominer, et non seulement de masquer, les odeurs nauséabondes de l'environnement et du corps non lavé. Les ingrédients de base de ces parfums de haut rang provenaient de sources animales qui semblent choquantes pour le nez moderne. Le musc, une sécrétion de la glande préputiale du cerf porte-musc mâle, la civette, une substance pâteuse raclée des glandes périnéales de la civette, et l'ambre gris, une substance cireuse et malodorante récoltée dans le système digestif des cachalots, qui ne devient parfumé qu'après des mois ou des années à flotter dans l'océan. Ces substances étaient prisées pour leur incroyable puissance et leur tenue, leur capacité à s'accrocher à la peau et au tissu pendant des jours. Elles créaient une aura puissante, musquée et franchement fécale autour de celui qui les portait, une odeur considérée comme enivrante et sensuelle, et un signe puissant de richesse et de statut, car seuls les très riches pouvaient s'offrir ces ingrédients exotiques. L'application du parfum était une partie cruciale du rituel quotidien connu sous le nom de toilette. Après avoir été frottée avec un linge sec ou légèrement humide, une femme royale était aspergée de ces senteurs puissantes. Un autre article essentiel était le pomander, une petite boule de métal ornée, souvent en argent ou en or, qui était portée à une chaîne à la taille ou au cou. Le pomander était perforé et contenait un bloc solide de matière parfumée, généralement un mélange d'ambre gris, de musc, de civette et d'épices aromatiques, comme les clous de girofle et la noix de muscade, le tout maintenu par de la cire. Lorsqu'il était porté au nez, il offrait un moment de soulagement personnel et parfumé de la puanteur générale d'une pièce bondée ou d'une rue de la ville. C'était un système de filtration d'air personnel, une défense contre les redoutables miasmes. Le terme « eau de toilette », que nous utilisons encore aujourd'hui, se traduit littéralement par « eau de toilette », mais son sens original fait référence à l'eau utilisée pour ce rituel de soins, la toilette, et non pour les latrines. C'était une eau parfumée utilisée pour tamponner la peau, une dernière couche de parfum pour compléter l'armure aromatique avant d'affronter le monde. Dans ce contexte, l'odeur d'une personne était sa signature, une déclaration de sa place dans la hiérarchie sociale,
une forteresse parfumée contre la réalité putride de son monde. Le sommet de la tête d'une femme royale était souvent littéralement un couronnement de saleté, un havre de parasites méticuleusement sculpté mais rarement lavé. Les coiffures élaborées des XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier, représentaient un zénith d'artificialité et un nadir d'hygiène. Il ne s'agissait pas simplement de coiffures mais de constructions architecturales, de tours de cheveux, vrais et faux, qui s'élevaient à des hauteurs étonnantes au-dessus de la tête. Pour créer ces coiffures imposantes, les cheveux d'une femme étaient augmentés de coussinets en crin de cheval, d'armatures en fil de fer et de grandes quantités de postiches récoltées sur les pauvres. L'ensemble de la structure était ensuite maintenu par une pommade épaisse et collante à base de graisse animale fondue, souvent de la graisse d'ours ou du lard, qui agissait comme une sorte de colle. Une fois la forme désirée obtenue, l'édifice entier était enduit d'une épaisse couche de poudre fine, généralement à base d'amidon de blé ou de riz, qui lui donnait l'apparence grise ou blanche à la mode. Ce processus était long et coûteux, donc une coiffure n'était pas quelque chose à défaire à la fin de la journée. Une femme pouvait garder la même coiffure pendant des semaines, voire un mois ou plus, d'affilée. Pour dormir, elle devait s'allonger avec le cou reposant sur un bloc de bois spécial pour éviter d'écraser la délicate création. Cette montagne de cheveux amidonnés, grasses et non lavés, devenait rapidement un écosystème florissant. La graisse animale de la pommade devenait rance, dégageant une odeur nauséabonde. La poudre attirait les charançons et autres insectes. Et, de manière plus notoire, l'environnement chaud et abrité était un terrain de reproduction idéal pour les poux de tête et même, selon certains récits apocryphes mais crédibles, pour des souris nicheuses. Les démangeaisons devaient être exaspérantes, un tourment constant caché sous le vernis de la haute couture. Pour combattre cela, des outils spéciaux ont été inventés. De longs et élégants bâtons à gratter, souvent en argent ou en ivoire et parfois surmontés d'une main miniature sculptée, étaient conçus pour être délicatement insérés dans la coiffure afin de soulager une démangeaison sans déranger la structure. C'était un accessoire courant et nécessaire pour toute dame à la mode. L'idée de laver cette création à l'eau était hors de question. Cela aurait détruit la coiffure et était, comme nous le savons, considéré comme malsain. Le seul nettoyage, qui avait lieu, était la réapplication périodique de poudre pour couvrir la graisse et la saleté. La tête royale, ornée de bijoux et de plumes, était un microcosme du palais lui-même. Une belle et élaborée façade, dissimulant un noyau grouillant, infesté de vermine et en lente décomposition. L'un des aspects les plus profonds et les plus difficiles de la vie d'une femme royale était la gestion de la menstruation, une réalité biologique enveloppée de couches de tabous, de superstitions et d'un profond inconfort physique. À une époque sans produits hygiéniques jetables, la gestion du flux mensuel était une lutte constante et souvent humiliante. Il n'y avait pas de tampons, pas de serviettes adhésives. La méthode la plus courante consistait à utiliser des chiffons, généralement des bandes de vieux lin ou d'autres tissus doux, qui étaient soit épinglés au sous-vêtement, soit maintenus en place par une ceinture. C'est probablement l'origine de l'expression argotique anglaise du XXe siècle « on the rag », littéralement « sur le chiffon ». Ces linges n'étaient bien sûr pas jetables. Après utilisation, ils devaient être lavés par des blanchisseuses, une tâche profondément privée et souvent honteuse, avant d'être réutilisés le mois suivant. L'efficacité de ces serviettes improvisées était minimale. Les fuites étaient une possibilité constante et terrifiante, une source d'anxiété profonde pour toute femme ayant un rôle public, sans parler d'une reine dont chaque mouvement était scruté. La peur d'une tache visible sur une robe de soie inestimable, ou l'odeur subtile mais indubitable du sang menstruel, aurait été une source de stress incessant. Cette réalité physique était aggravée par un lourd fardeau culturel et religieux. Le sang menstruel était largement considéré comme impur, voire toxique. L'érudit romain de l'Antiquité, Pline l'Ancien, a écrit que le contact avec une femme en période de menstruation pouvait faire tourner le vin, faire échouer les récoltes et émousser le tranchant de l'acier. Ces croyances, sous diverses formes, ont persisté pendant des siècles. Une femme en menstruation était souvent considérée comme étant dans un état d'impureté rituelle, parfois exclue de certaines cérémonies religieuses ou même de recevoir la communion. Cela créait un profond sentiment de honte et de secret autour d'une fonction biologique parfaitement naturelle. Dans les quartiers confinés d'une cour royale, où les ragots étaient un sport sanglant, dissimuler son cycle aurait été une question d'importance stratégique. Tout signe d'irrégularité pouvait alimenter les spéculations sur la santé d'une reine ou, plus crucialement, sur sa fertilité.
L'absence de règles pouvait signaler une grossesse tant espérée, tandis que leur présence pouvait être une déception publique écrasante. L'utérus d'une reine ne lui appartenait pas. C'était un atout de l'État, et ses fonctions étaient une question d'intérêt national. Ainsi, la menstruation n'était pas seulement un défi hygiénique. C'était une épreuve politique et psychologique, un rappel mensuel des vulnérabilités du corps féminin dans un monde qui le déifiait et le dégradait à la fois, une guerre secrète menée avec des chiffons et des prières contre les marées inéluctables de la biologie. La chambre d'accouchement royale était sans doute l'endroit le plus dangereux de tout le royaume pour une femme, un creuset où la pression de produire un héritier rencontrait l'ignorance brutale de la médecine moderne. L'accouchement, pour une reine, n'était pas un événement médical privé, mais un spectacle public et une nécessité politique. La pièce était scellée, les fenêtres et les portes couvertes pour empêcher les courants d'air et les redoutables miasmes, créant un environnement chaud, stagnant et non ventilé. Mais la pièce n'était pas vide. Elle était bondée de gens, membres de la famille, dames d'honneur de haut rang, ministres du gouvernement et ambassadeurs étrangers, tous présents pour assister à la naissance et vérifier la légitimité de l'enfant royal. Leur présence transformait un moment de vulnérabilité physique extrême en une performance, ajoutant un immense stress psychologique. Dans cette pièce bondée et sans air entraient les médecins et les sages-femmes, leurs mains et leurs instruments portant la saleté invisible du monde extérieur. Le concept de stérilisation des instruments ou de lavage des mains avant une procédure était inexistant. Un médecin pouvait venir directement de soigner un patient avec une plaie purulente ou de pratiquer une autopsie pour assister la reine en travail, apportant avec lui une cargaison mortelle d'agents pathogènes inconnus. Le résultat était un taux effroyablement élevé de fièvre puerpérale, ou fièvre des relevailles, une infection bactérienne de l'utérus qui était presque toujours fatale avant l'ère des antibiotiques. Une reine pouvait accoucher avec succès d'un bébé en bonne santé pour mourir dans l'agonie quelques jours plus tard d'une infection fulgurante, son corps consumé par la fièvre. L'histoire tragique de Jeanne Seymour, la troisième épouse d'Henri VIII, en est un exemple classique. Après un travail long et ardu de 2 jours et 3 nuits en 1537, elle a donné naissance à l'héritier mâle tant attendu, le futur Édouard VI. Le royaume se réjouit, mais en quelques jours, Jeanne tomba malade de la fièvre et mourut, un cas classique d'infection postpartum introduite par ses assistants. Sa mort met en lumière le paradoxe brutal de la vie royale. Une femme pouvait détenir le plus haut statut du pays, commander une richesse immense et avoir accès aux médecins les plus renommés de son époque, et pourtant son espérance de vie pendant l'accouchement n'était pas meilleure, et était souvent pire, que celle d'une paysanne accouchant dans une chaumière. La chambre d'accouchement, destinée à être le site du triomphe dynastique, était trop souvent une condamnation à mort, un témoignage du fait qu'aucune quantité d'or ou de pouvoir ne pouvait protéger une femme des conséquences mortelles d'un monde qui ne comprenait pas la nature de l'infection. Penchons-nous maintenant pour une conversation avec une reine, mais soyez prêts à une expérience olfactive qui mettrait au défi la constitution la plus solide. La bouche royale était, dans de nombreux cas, une caverne de décomposition épouvantable, une source de douleurs chroniques et un générateur d'une halitose véritablement horrible. Le principal coupable était le régime aristocratique. L'avènement du sucre raffiné en Europe, commençant à la fin du Moyen Âge et s'accélérant jusqu'à la frénésie au XVIIe et XVIIIe siècle, fut un désastre pour la santé dentaire. Le sucre était un symbole de statut, et les riches en consommaient en grande quantité dans les sucreries, les desserts et même les plats salés. Les femmes royales, comme Élisabeth Ier, avec son amour du massepain, se livraient librement à cette indulgence. Cette exposition constante au sucre, combinée à une absence quasi totale d'hygiène dentaire efficace, a créé les conditions parfaites pour une carie dentaire galopante. Le concept de se brosser les dents n'était pas répandu. Il existait quelques dentifrices rudimentaires, souvent des poudres abrasives faites de choses comme de la brique pilée, du charbon de bois ou du sel, appliquées avec un chiffon ou un bâton à mâcher primitif. Mais leur utilisation était inconstante et leur efficacité limitée. Plus courant était l'usage d'un cure-dent après les repas, mais cela ne faisait pas grand-chose pour arrêter la progression implacable des caries. À mesure que les dents commençaient à pourrir, elles noircissaient, s'effritaient et se cassaient, laissant des chicots douloureux et déchiquetés. Cette carie menait inévitablement à des abcès, des poches d'infection angoissantes qui pouvaient faire enfler le visage jusqu'à des proportions grotesques. La douleur était constante et débilitante. Sans analgésique efficace autre que l'alcool ou des opiacés comme le laudanum,
qui comportaient leur propre danger. Lorsqu'une dent devenait insupportablement douloureuse, la seule solution était l'extraction. Cette procédure n'était pas effectuée par un dentiste qualifié, mais souvent par un barbier chirurgien, un forgeron ou un arracheur de dents itinérant lors d'une foire publique. Il n'y avait pas d'anesthésie. Le patient était maintenu pendant que le praticien utilisait des instruments brutaux, semblables à des pinces, pour arracher la dent de son alvéole, brisant souvent la mâchoire ou laissant des racines infectées derrière lui. Le résultat de cette épreuve de toute une vie était qu'à l'âge mûr, de nombreuses femmes royales avaient perdu de nombreuses dents et souffraient d'infections buccales chroniques. L'odeur émanant de cette décomposition, une combinaison nauséabonde de nourriture en décomposition, de gencives infectées et de chair en putréfaction, devait être puissante et inéluctable. Dans un environnement de cour qui dépendait de conversations personnelles rapprochées et de secrets murmurés, la puanteur de l'haleine d'un monarque était une réalité intime et inévitable du pouvoir. Les vêtements mêmes qui définissaient le statut d'une femme royale étaient également un élément clé de son régime hygiénique profondément défectueux. À une époque où le lavage complet du corps était un événement rare et dangereux, les vêtements servaient de principale ligne de défense contre la propre crasse du corps. Le secret résidait dans les couches. Contre la peau, une femme portait une chemise, un vêtement simple et ample en lin, ou, pour les très riches, en coton fin. C'était le vêtement le plus important de sa garde-robe d'un point de vue hygiénique. La chemise de lin était conçue pour être absorbante, pour éponger la sueur, les huiles et la saleté produites par le corps tout au long de la journée. Ce vêtement était changé avec une relative fréquence, peut être quotidiennement ou tous les quelques jours pour une reine, tandis que le corps qu'il protégeait restait non lavé. C'était l'essence de la propreté moderne. On ne lavait pas le corps, on lavait les vêtements qui touchaient le corps. Au-dessus de la chemise venait le corset ou les corps à baleine, un vêtement rigide d'os et de tissu qui sculptait le torse, puis plusieurs couches de jupons pour créer la silhouette volumineuse désirée. Enfin, venait la magnifique robe extérieure, la partie de l'ensemble visible au monde. Cette robe, faite de matériaux incroyablement chers et délicats comme la soie, le velours ou le brocart, et souvent richement brodée de fils d'or et d'argent, n'était presque jamais nettoyée. L'eau aurait ruiné ses tissus, et le procédé de nettoyage à sec n'avait pas encore été inventé. Une robe extérieure était un investissement, porté pendant des années, voire des décennies. Elle accumulait une patine de saleté, nourriture et vin renversés, taches de sueur qui transperçaient les couches inférieures, et la poussière et la crasse générale du palais. Ces vêtements étaient simplement aérés ou brossés, mais la saleté et l'odeur sous-jacente demeuraient. Ainsi, la magnifique tenue d'une reine était essentiellement une éponge multicouche. La couche intérieure de lin absorbait les sécrétions corporelles immédiates, et c'était la partie propre. Les couches extérieures, cependant, étaient un musée ambulant de chaque banquet et événement bondé auquel la porteuse avait jamais assisté. Cela crée une image sensorielle étrange. Une reine, sentant le parfum puissant et cher, mais ses vêtements portant l'odeur faible et sous-jacente d'années de sueur accumulée et de vin renversé. Une histoire cachée de sa vie tissée dans le tissu même de sa parure. Les vêtements n'étaient pas seulement une démonstration de richesse, mais une barrière poreuse et absorbante entre un corps sale et un monde sale. Le cas d'Isabelle Ier de Castille offre un aperçu fascinant de la relation complexe entre l'hygiène, la religion et la propagande. L'histoire célèbre, selon laquelle elle aurait fièrement avoué ne s'être baignée qu'à sa naissance et avant son mariage, l'a cimentée dans l'imaginaire populaire comme l'archétype de la monarque médiévale crasseuse. Cependant, la vérité est probablement beaucoup plus nuancée et politiquement chargée. Pour comprendre le contexte d'Isabelle, nous devons examiner le paysage culturel unique de l'Espagne de la fin du XVe siècle. Pendant des siècles, une grande partie de la péninsule ibérique avait été sous la domination des Maures, des califats islamiques dotés d'une culture riche et sophistiquée. Une partie centrale de cette culture était une profonde appréciation de l'eau et du bain, héritée de la tradition romaine. Les Maures ont construit de magnifiques bains publics, ou hammams, dans leurs villes, comme Grenade et Cordoue. Ce n'étaient pas seulement des lieux pour se laver, mais des centres sociaux et communautaires vitaux. Pour Isabelle et son mari, Ferdinand d'Aragon, dont tout le règne a été défini par la Reconquista, la reconquête de l'Espagne sur la domination musulmane, chaque aspect de la culture maure était politiquement et religieusement suspect. La victoire finale de la Reconquista eut lieu en 1492 avec la chute de Grenade, la même année où ils promulguèrent le décret de l'Alhambra expulsant tous les Juifs d'Espagne,
et la même année où ils parrainèrent le voyage de Christophe Colomb. C'était une période de construction identitaire catholique intense et militante. Dans cet environnement hyperpolitisé, les pratiques associées à l'ennemi vaincu, comme les bains publics, étaient considérées avec une profonde méfiance. Le hammam était vu par les chrétiens espagnols non pas comme une marque de civilisation, mais comme un symbole de la décadence et de la sensualité islamique, une influence étrangère et corruptrice. Par conséquent, pour une souveraine comme Isabelle, désavouer publiquement la pratique du bain aurait pu être une déclaration politique puissante. C'était une façon de distinguer culturellement son royaume chrétien du passé mort, de s'aligner sur les idéaux ascétiques et anti-hédonistes d'un catholicisme triomphant. La fameuse citation, par conséquent, même si elle n'a jamais été réellement prononcée par elle, peut refléter une véritable stratégie politique. Il pourrait s'agir d'une forme de propagande, autogénérée ou créée par ses partisans, pour la présenter comme la reine chrétienne ultime, celle qui rejetait la propreté impure de ses ennemis en faveur d'une forme de pureté plus spirituelle, bien que physiquement crasseuse. Cela transforme l'histoire d'un simple récit de mauvaise hygiène en une narration complexe sur la guerre culturelle, où l'acte de ne pas se laver le corps devient un symbole puissant d'identité nationale et religieuse. Le XIXe siècle a marqué un tournant profond et révolutionnaire dans la longue et sale histoire de l'hygiène humaine, un changement sismique de compréhension qui allait changer à jamais la relation entre les gens et leur environnement. Le fondement intellectuel de ce changement fut la mort lente et contestée de la théorie des miasmes et l'aube d'une idée nouvelle, terrifiante et finalement salvatrice, la théorie des germes. Pendant des siècles, l'ennemi avait été une odeur. Maintenant, il se révélait être un organisme vivant et invisible. Cette révolution ne fut pas l'œuvre d'un seul esprit, mais une accumulation progressive de preuves provenant de domaines disparates. Sur les champs de bataille de la guerre de Crimée dans les années 1850, une infirmière nommée Florence Nightingale a commencé à collecter méticuleusement des données, démontrant un lien statistique clair entre les conditions insalubres des hôpitaux de campagne et les taux de mortalité scandaleusement élevés des soldats. Elle a soutenu, avec une rigueur mathématique, que l'air frais, l'eau propre et les salles désinfectées sauvaient des vies, défiant directement l'établissement militaire et médical. Son travail, bien que encore partiellement encadré dans le langage des miasmes, a jeté les bases pratiques d'un nouveau paradigme de santé publique. À peu près à la même époque, en France, le chimiste Louis Pasteur, par ses expériences sur la fermentation et la pasteurisation, a prouvé que des organismes vivants microscopiques étaient responsables de processus que l'on pensait auparavant purement chimiques. Son travail a démystifié la théorie de la génération spontanée et a établi l'existence d'un monde microbien. Ce fut la percée théorique. La dernière pièce cruciale du puzzle a été fournie par le chirurgien britannique Joseph Lister. Inspiré par le travail de Pasteur, Lister a émis l'hypothèse que ces microbes invisibles pourraient être la cause des infections post-chirurgicales mortelles qui transformaient les salles d'opération en boucherie. Dans les années 1860, il a commencé à expérimenter avec de l'acide carbolique, un antiseptique, pour stériliser ses instruments chirurgicaux et nettoyer les plaies. Les résultats ont été spectaculaires. Les taux de mortalité ont chuté. Il avait prouvé que les germes causaient des infections et, plus important encore, qu'ils pouvaient être tués. L'impact combiné de Nightingale, Pasteur et Lister a été une révolution copernicienne en médecine et dans la vie quotidienne. L'ennemi n'était plus une vapeur vague et malodorante, mais un adversaire spécifique et identifiable qui pouvait être combattu avec du savon, de l'eau propre et des désinfectants chimiques. Cette nouvelle connaissance allait lentement, mais inexorablement, commencer à s'infiltrer dans tous les coins de la société, de la salle d'hôpital au taudis des bidonvilles, et finalement, au cœur même du palais royal. Le long règne de la reine Victoria de 1837 à 1901 a couvert cette même période de révolution sanitaire, et sa cour a reflété le changement spectaculaire des valeurs. Le monde de Victoria et Albert était à des années-lumière de la saleté parfumée de Versailles. Le nouvel ennemi était la saleté, et le nouvel évangile était la propreté, qui devint inextricablement lié aux vertus victoriennes fondamentales de moralité, de piété et de progrès social. L'expression « la propreté est proche de la piété » devint une maxime populaire, capturant parfaitement le nouvel esprit de l'époque. C'était l'ère des grands réformateurs sanitaires, comme Edwin Chadwick, dont les rapports sur les conditions de vie ignobles des pauvres des villes ont stimulé des projets de travaux publics massifs pour construire des systèmes d'égouts et fournir de l'eau propre à des villes comme Londres.
Cette nouvelle obsession de l'hygiène publique et privée a été défendue par le mari bien-aimé de Victoria, le prince Albert. Homme très intéressé par la science, la technologie et l'amélioration sociale, Albert était un ardent défenseur de l'assainissement moderne. Il a supervisé l'installation de water closets à chasse d'eau dernier cri au palais de Buckingham et au château de Windsor, remplaçant le système séculaire de pots de chambre et de chaises percées. Il a soutenu des projets comme la Grande Exposition de 1851, qui présentait les dernières innovations industrielles et technologiques, y compris des équipements de salles de bain modernes. La monarchie, sous Victoria et Albert, s'est activement promue comme un modèle de bienséance domestique et de vie aseptisée. C'était aussi l'ère du marketing de masse, et des entreprises comme le savon Pears ont utilisé une publicité sentimentale et ambitieuse pour faire du savon un produit de base des ménages, liant leurs produits à la pureté de l'enfance et à la droiture morale de l'Empire britannique. Cependant, la transition n'a pas été instantanée. Londres, pendant une grande partie du règne de Victoria, était encore une ville notoirement malodorante. La grande puanteur de 1858, lorsqu'un été chaud a fait que la Tamise remplie d'eau usée sentait si mauvais qu'elle a forcé la fermeture du Parlement, a été un puissant rappel de l'ancien monde. La cour utilisait encore du parfum, bien que la tendance se soit éloignée des lourdes senteurs animales du passé pour se tourner vers des fragrances plus légères et florales. Victoria elle-même était personnellement associée au parfum de la fleur d'oranger qu'elle portait à son mariage. Alors que la cour victorienne a embrassé la nouvelle science de l'assainissement, elle l'a fait avec un sens caractéristique de la gravité morale, transformant l'hygiène d'une simple question de santé en un puissant symbole de civilisation, de respectabilité et de puissance impériale. Le monarque non lavé du passé a été remplacé par le souverain aseptisé, un dirigeant dont la propreté personnelle était le reflet du progrès moral et industriel de la nation. Malgré leur divinité perçue et leur séparation des masses populaires, les corps royaux étaient tout aussi susceptibles aux grands égalisateurs biologiques, la maladie, la peste et les parasites. En fait, leur mode de vie les rendait souvent plus vulnérables. Les environnements clos et surpeuplés des palais étaient des incubateurs parfaits pour les maladies contagieuses. La variole, le monstre moucheté, était un tueur terrifiant et démocratique, marquant et tuant riches et pauvres sans distinction. Une reine qui y survivait, comme Élisabeth Ier, était considérée comme chanceuse, même si elle se retrouvait avec des cicatrices défigurantes qui nécessitaient toute une vie de dissimulation avec du maquillage toxique. Les familles royales étaient également particulièrement vulnérables aux maladies congénitales en raison de siècles de consanguinité. La pratique de marier des parents proches pour consolider le pouvoir et préserver le sang royal a eu des conséquences génétiques dévastatrices, dont la plus célèbre est le prognatisme des Habsbourg, une prognatie sévère qui a affligé la lignée royale espagnole, et plus mortellement, l'hémophilie, la maladie royale, qui a été transmise par la reine Victoria à de nombreuses maisons royales d'Europe, y compris les Romanov russes, avec des conséquences politiques tragiques. Il y avait aussi la grande vérole, ou syphilie, une maladie vénérienne qui a ravagé l'Europe à partir de la fin du XVe siècle. Bien que souvent associée à la débauche sexuelle, la maladie pouvait se transmettre de génération en génération, et ses stades ultérieurs dévastateurs, y compris la folie et la paralysie, ont écourté secrètement de nombreuses vies aristocratiques. La saleté même des palais engendrait également des maladies. Le typhus, une maladie bactérienne propagée par les poux de corps, était endémique. Connue sous le nom de fièvre des camps ou fièvre des geôles, parce qu'elle prospérait dans des conditions surpeuplées et insalubres comme les camps militaires et les prisons, elle trouvait un foyer tout aussi accueillant dans les perruques infestées de poux et les vêtements rarement lavés de la cour royale. Une forte fièvre qui balayait le palais aurait pu facilement être le typhus, transmis de personne à personne par les parasites qu'ils portaient tous. Et bien sûr, il y avait les parasites internes, ténias, ascaris et douves, ingérés par de la viande insuffisamment cuite ou de l'eau contaminée, vivant dans les intestins royaux, contribuant à la malnutrition et aux troubles digestifs. La maladie était le niveleur ultime, une force de la nature qui ne se souciait ni des couronnes ni des titres. Elle servait de rappel constant et humiliant que malgré tout leur pouvoir, le corps d'une reine était un fragile vaisseau de chair et de sang, tout aussi sujet à l'infection, à l'infestation et à la décomposition que le plus humble de ses sujets. Le droit divin des rois pouvait être anéanti par la morsure d'un pouls commun, un symbole puissant de l'impuissance ultime de l'humanité face au monde microbien.
Les conséquences à long terme sur la santé de ces siècles de saleté et de rituels de beauté toxiques étaient profondes, un bilan silencieux et cumulatif prélevé sur les corps des femmes royales. L'application quotidienne de céruse à base de plomb et de vermillon chargé de mercure était une condamnation à un empoisonnement lent. L'absorption chronique de ces métaux lourds par la peau aurait entraîné une litanie d'affections horribles. Les dommages neurologiques étaient courants, se manifestant par des tremblements, des pertes de mémoire, des sautes d'humeur brutales et un déclin cognitif progressif qui pouvait facilement être confondu avec la folie. Cet empoisonnement pouvait également entraîner l'infertilité ou des mortinescences, un résultat catastrophique pour une reine dont le devoir principal était de produire un héritier légitime. La pression constante pour fournir un successeur, associée à un corps systématiquement empoisonné par son propre régime cosmétique, a créé une crise politique tragique et intensément personnelle. Le régime alimentaire, riche en sucre et en viande, mais souvent dépourvu de fruits et légumes frais, surtout pendant les mois d'hiver, a entraîné d'autres affections chroniques. Le scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, n'était pas seulement une maladie de marin. Il pouvait également affecter les riches, provoquant des saignements de gencives, la perte de dents et une fatigue extrême. Le rachitisme, causé par un manque de vitamine D, pouvait entraîner des déformations osseuses. La structure physique du corps elle-même était souvent déformée par les exigences de la mode. Des années passées lacées dans des corsets rigides, renforcés d'os, conçus pour créer une taille anormalement fine, pouvaient déformer de façon permanente la cage thoracique et déplacer les organes internes, entraînant des difficultés respiratoires et des problèmes digestifs. Au-delà du purement physique, on ne peut qu'imaginer le bilan psychologique de vivre dans un état d'inconfort physique constant et de bas niveau. Les démangeaisons exaspérantes des poux, la douleur chronique des dents pourries, les crampes des corsets mal ajustés, l'anxiété constante concernant les odeurs corporelles et les fuites menstruelles, telle était la réalité quotidienne. Ce stress physique incessant aurait inévitablement eu un impact sur le tempérament d'une reine, son jugement politique et ses relations personnelles. Comment pouvait-on gouverner efficacement un pays tout en souffrant du délire de l'empoisonnement au plomb ou de l'agonie d'un abcès dentaire? L'état physique du corps royal n'était pas séparé de l'état de la nation. Il y était intrinsèquement lié. La décomposition de la chair, cachée sous des couches de soie et de peinture au plomb, reflétait souvent une décomposition cachée dans le corps politique, un symbolisme poignant d'un pouvoir qui était finalement construit sur une fondation fragile et pourrissante. Alors pourquoi, après des siècles de progrès, sommes-nous si morbidement fascinés par la saleté de nos ancêtres? Quelle est la source de cette attraction macabre, de ce désir de jeter un coup d'œil dans le monde non lavé et infesté de poux des rois et des reines? Une partie de l'attrait est sans aucun doute une forme de schadenfreude, un plaisir coupable à découvrir que la vie des riches et des puissants était, à certains égards fondamentaux, bien plus misérable que la nôtre. Apprendre qu'une reine avait des dents pourries ou sentait mauvais serre à l'humaniser, mais aussi à la faire tomber de son piédestal historique. C'est une pensée réconfortante et démocratisante, un rappel que malgré toute leur splendeur dorée, ils ne pouvaient échapper aux réalités fondamentales et désordonnées du corps humain. Cette fascination sert également de puissant étalon pour notre propre progrès. En confrontant la saleté du passé, nous réaffirmons le confort et les commodités du présent. Nos douches chaudes quotidiennes, nos toilettes à chasse d'eau et nos médicaments efficaces sont mis en évidence. C'est une forme de tourisme historique qui nous rend profondément reconnaissants de vivre aujourd'hui, créant un sentiment de supériorité sur le passé prétendument plus primitif. Pourtant, il y a un courant plus profond, plus philosophique, en jeu. Ces histoires parlent d'une anxiété intemporelle concernant la fragilité du corps humain et l'illusion du contrôle. Elles révèlent la profonde vulnérabilité qui se trouve au cœur même du plus grand pouvoir. Un monarque qui pouvait commander des armées et façonner des nations était finalement impuissant face à une bactérie microscopique ou à la lente progression de l'empoisonnement au plomb. Cela résonne avec nos propres anxiétés modernes, notre conscience que malgré nos prouesses technologiques, nous sommes toujours sujets à la maladie, au vieillissement et à la mort. Il y a aussi un élément de grotesque, la même impulsion qui nous attire vers les films d'horreur ou les histoires de crimes réels. Les descriptions de pommades rances, de sols en décomposition et de maquillage toxique puisent dans un sentiment primal de révulsion et de curiosité. C'est l'attrait de l'abject, le désir de regarder ce dont nous sommes censés nous détourner. En fin de compte, excaver l'histoire de l'hygiène royale ne consiste pas seulement à déterrer des faits dégoûtants.
Il s'agit de confronter la profonde altérité du passé, et ce faisant, de nous tendre un miroir à nos propres vanités, à nos propres anxiétés concernant la propreté et la décomposition, et à notre propre relation complexe avec le vaisseau magnifique, résilient et infiniment dégoûtant qu'est le corps humain. Nous avons commencé notre voyage dans une chambre parfumée et empoisonnée, et c'est ici, dans le royaume de l'illusion, que nous devons conclure. L'histoire de l'hygiène royale est l'histoire d'un effort monumental, s'étendant sur des siècles, pour construire une façade impeccable sur une fondation de saleté et de décomposition. La peinture au blanc de plomb, les puissants parfums animaliers, les perruques poudrées et imposantes, les magnifiques robes non lavées, tout étaient des outils dans la création d'une image, la projection d'un corps politique pur, fort et divinement ordonné. Cette grande illusion était une composante nécessaire du pouvoir. Admettre les réalités sordides, douloureuses et indignes de la chair aurait été admettre une vulnérabilité que la mystique de la monarchie ne pouvait se permettre. La véritable histoire, celle écrite en couches de crasse et en registre de maladie, a été délibérément effacée du récit populaire, remplacée par une fantaisie aseptisée de châteaux de contes de fées et de princesses immaculées. Nous avons, dans notre mémoire collective, fait à l'histoire ce que ces reines ne pouvaient pas faire pour elles-mêmes. Nous lui avons donné un lavage complet. Nous préférons l'image d'Élisabeth la Gloriana à la réalité d'une femme souffrant de ses dents noircies. Nous préférons la romance tragique de Marie-Antoinette à la pensée de sa navigation dans les couloirs tachés d'urine de Versailles. Cette illusion durable parle de nos propres besoins, de notre désir d'histoire plus grandiose, plus propre et plus noble que la vérité désordonnée de l'existence humaine. Mais la véritable histoire, l'histoire dégoûtante, est la plus vitale. C'est un puissant antidote à l'hagiographie du pouvoir. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas faite par des demi-dieux, mais par des êtres humains fragiles, imparfaits et souvent très malodorants. L'écart entre l'image dorée et la réalité putride est l'endroit où se trouvent les vérités les plus profondes sur le pouvoir, la société et la nature humaine. Et cela sert d'avertissement intemporel. Toujours remettre en question la surface immaculée, chercher la décomposition qui se cache sous le vernis, et se souvenir que les trônes les plus magnifiques ont toujours reposé sur une simple et inéluctable fondation de saleté.